Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Coffee Shot. Avec encore une fois un petit peu de retard, vous nous excuserez pour la brouille technique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emmanuel de Etifinance qui va venir nous partager un peu sa vision de l'extra-financier, ce qui est un peu l'ADN d'une société comme Etifinance, parce que contrairement à à nos derniers interlocuteurs, on est là côté agence, donc on est sur des professionnels de la donnée. Donc Emmanuel, je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots déjà et puis présenter Etifinance. Bonjour Paul et merci et bonjour à tous, même si je ne peux pas vous voir, ce qui est regrettable. Donc, à quand le Coffee Shot en présentiel? Je ne sais pas si c'est un concept qui existera un jour. Je suis Emmanuel Delaville, voilà, ça fait 17 ans que je travaille dans l'ESG, l'extra-financier, le développement durable ou la RSE. Donc Etifinance, je représente une agence qui est une agence de notation, donc un intermédiaire entre les entreprises qu'on évalue pour le compte d'investisseurs responsables, c'est-à-dire pour qui ces enjeux de développement durable leur importent. Voilà. Une des rares agences françaises. La seule et unique agence désormais indépendante française détenue par des capitaux français, par des institutionnels. Donc on a cette chance-là et donc on a cette ambition de devenir la référence de la notation et du conseil extra-financier en Europe. Voilà. D'accord. Et alors, là, chez Etifinance, d'habitude, j'ai tendance à demander si les sociétés de gestion ont une préférence, on va dire, ou accordent une importance un peu particulière au E, ou S ou au G. Vous êtes une société d'analyse, donc en théorie, vous êtes censé être plutôt agnostique. Mais est-ce que vous avez une spécialité chez Etifinance par rapport à ces critères, ou est-ce que c'est quelque chose que vous développez de façon équipondérée? Alors, on est évidemment, d'abord, on a une spécialité, c'est l'histoire d'Etifinance. On a été toujours spécialisé sur les PME et les ETI en Europe. On est d'ailleurs la seule agence spécialisée sur ce segment-là. On en a fait un savoir-faire et je dirais même un savoir-être parce qu'on dialogue avec ces entreprises. Aujourd'hui, on couvrira d'ici la fin de l'année à peu près 1700 PME, ETI cotées en Europe, dont à peu près 400 françaises. Donc, attendez, pardon, hop, petit truc de batterie. Et évidemment, on n'a pas une dimension particulière qu'on regarde. On a commencé, évidemment, par faire du G, de la gouvernance, pour ensuite aller sur des critères environnementaux et sociaux. Donc, on essaie d'être assez holistique, d'essayer de prendre l'ensemble des critères, même si on pense que la dimension sociale va prendre de l'ampleur, parce qu'on a quand même le développement durable est très vite associé au E. Les investisseurs ont été très sensibles dès le départ à la gouvernance, la manière dont sont prises les décisions au sein du conseil d'administration, au sein des directions générales. Voilà, on sent poindre le Covid, les gilets jaunes, on sent poindre qu'on ne peut pas faire une transition contre les personnes, contre je dirais les citoyens ou les salariés que nous sommes. Donc le S va prendre beaucoup d'ampleur et aujourd'hui on va investir beaucoup sur la dimension plutôt impact social, je dirais, chez Etifinance. On va travailler plus sur la prospective, un peu plus vers de l'opinion, c'est-à-dire non pas juste regarder la performance dans le rétroviseur ou la performance actuelle d'une entreprise, mais c'est comment elle va répondre à cette transition juste demain, comment est-elle armée pour bien gérer son capital humain, le risque climat évidemment, mais n'oublions pas ce capital humain, rétention des talents. Je voyais ce matin un article où un des patrons suédois disait le plus gros enjeu pour nous, pays développés, ça va être la chasse aux talents. Et donc, je pense que dans l'ESG, on va regarder cela encore de plus près. Dans un pays en plus où quand même on n'a pas à rougir de justement du fait qu'on en soit très regardant sur les enjeux de ressources humaines. Magnifique. Donc, je disais merci, excuse-moi pour ce problème technique, ce n'est pas que chez toi du coup. Alors, pour finir, parce qu'en fait, du coup, nos problèmes techniques ont un peu empiété sur l'intervention, je suis désolé.
Mais l'idée, c'est quand même de laisser les gens retourner en réunion à 14h. Donc avant, je vais te poser la question que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est un peu casse-pied. Et elle est à double sens pour toi. C'est quelle a été la boulette que vous avez rencontrée quand vous êtes lancé finalement chez ET Finance, hein, parce que attaquer l'ESG, surtout à l'époque où vous êtes lancé, bah, c'était encore à défricher. Et puis après, j'aurais la question de dire quelle est la boulette que vous voyez le plus souvent faite chez vos nouveaux clients? Ah bah, moi, j'ai fait une belle boulette parce que j'ai voulu. J'ai un petit peu péché par abus de cohérence. En ce sens, j'ai voulu être hyper aligné au moment de lancer Etifinance. Donc, c'était en 2004, hein, fin 2003, début 2004. Bon, d'abord, il n'y a pas un grand enthousiasme dans mon entourage pour créer quelque chose sur l'ESG. Peu croyaient à l'avenir de cette thématique-là. Premièrement, non, mais la boulette, c'était surtout que j'ai créé ça en société coopérative d'intérêt collectif. C'est un très beau statut parce qu'il permet justement à l'ensemble des parties prenantes d'être actionnaires de l'entreprise. Voilà, la boulette, c'est que le problème avec une SCIC, c'est que c'est un homme égale une voix. Donc, que je mette 1 euro ou 10 euros, j'ai le même pouvoir. Et donc, ça n'a pas fait venir grand monde au capital à ce moment-là de la SIC. Voilà. Mais c'est un très beau statut. On est 35 sociétaires. Voilà. Et voilà. Maintenant, on est devenu une SAS. Donc, il y a quelques années de cela. Voilà. La boulette chez les gérants, on en fait tous. Non, le pire, c'est quand on me dit non, quand je vois des gérants qui veulent trop simplifier l'ESG au départ quand ils n'y connaissent pas et qui parlent du RSE. Déjà, ils mettent au masculin. Donc déjà, ça trahit la connaissance ou le niveau de maturité de la personne sur la RSE. Et puis ensuite, voilà, de dire, bah, nous, chez nous, voilà, Avenue Hoche, on change les ampoules. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qui montrent qu'il y a encore le chemin est long, mais on peut être fier de nos gérants français pour la raison suivante. On est probablement le pays où la gestion d'actifs est la plus avancée en matière de ESG. Donc, on peut être fier. C'est pas tous les jours qu'on a notre pays mis comme ça en exergue. Et là, on montre le chemin. C'est nous qui sommes tout devant, comme à l'euro. Voilà, si je puis faire le parallèle. Et alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu vois comme évolution du coup? On peut rester centré sur la France. Allez, on va faire du cocorico. Du coup, quel est l'avenir là en conclusion, voilà. En À quoi conclusion, doit-on s'attendre? Il va se jouer sur l'ESG. Ça sera plus quelque chose de différenciant. Ça sera une condition voilà, nécessaire, obligatoire de fonctionner désormais quand on est dans la pratique de l'investissement en capital ou en obligataire, peu importe quelle que soit la classe d'actifs, il faudra montrer ce que l'on met en place pour évaluer les risques. L'enjeu, ça va être de calculer ce fameux nouveau mot d'impact. Quel est l'impact réel que j'ai sur le climat et sur les personnes? Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, pour moi, il est fort, c'est celui de cette double matérialité, c'est-à-dire cette matérialité, qu'est-ce que l'impact du climat sur les entreprises dans lesquelles j'investis, mais quel est l'impact de ces entreprises réellement que j'ai en portefeuille sur l'environnement ou sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple. Donc, voilà les enjeux à venir. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler, c'est-à-dire évaluer des entreprises en Europe qui auront l'impact le plus fort, le plus bénéfique sur l'environnement et les personnes. D'accord. Écoute, merci beaucoup Emmanuel pour ta participation. Merci Paul et désolé pour ces petits, voilà. Ces aléas ça, techniques. Les entrepreneurs aussi. Voilà, prendre des risques. C'est le propre de la technologie, c'est en général, c'est l'effet démo. Là, c'est l'effet webinar. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Coffee Shot. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle intervention. Toujours parler data, ESG, asset management avec notre écosystème. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.
from my soul.